Les décisions prises par l'administration Trump bousculent l'ordre mondial établi depuis la Seconde Guerre mondiale et c'est sous le thème du changement que se tient la conférence de Montréal qui réunit des décideurs gouvernementaux et économiques jusqu'à mercredi. L'un des invités de marque, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes de la France, ancien commissaire européen aux affaires économiques et financières, spécialiste des enjeux européens mondiaux. Bonsoir, M. Moscovici. Bonsoir, merci d'être avec nous. Changement, vecteur d'opportunité, c'est le thème de la conférence de Montréal. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis 130 jours à peu près, depuis l'arrivée de Donald Trump? La relation avec les États-Unis, qui est fondamentale aussi bien pour le Canada que pour l'Europe, bouleverse l'ordre du monde. Nous avions des alliés, des partenaires, des amis qui étaient extrêmement sûrs et tout à coup, il y a à la fois un très grand désordre, une très grande incertitude, voire même la tentation du changement d'alliance. Changement d'alliance pour nous, les Européens. Est-ce que Donald Trump préfère M. Zelensky, dont nous sommes les soutiens, ou bien est-ce qu'il écoute davantage Vladimir Poutine? Ça, c'est un sujet fondamental. En matière commerciale, tout à coup, nous qui étions ses partenaires privilégiés, vous comme nous nous retrouvons avec 10% de tarifs sur tous les produits et puis des menaces d'avoir beaucoup plus et en train de discuter, de négocier, comme si au fond nous avions cessé d'être ses amis privilégiés. Et ça nous oblige à repenser le monde. Et d'ailleurs, à mon avis, ça nous oblige aussi à repenser la relation transatlantique entre l'Europe et le Canada. J'ai vu qu'il y avait des sondages qui proposaient aux Canadiens d'adhérer à l'Union européenne. Je crois que c'est tout de même compliqué, car nous n'avons pas une frontière terrestre évidente, même si nous avions une frontière... On n'en parle pas beaucoup, je vais vous dire, quand même. Je sais. Pas... Non, mais ça dit quelque chose. Ça dit que sur le plan des valeurs, sur le plan de la capacité à commercer, sur le plan de la volonté de coopération, il y a quelque chose de nouveau qui flotte dans l'air et qu'à mon avis, nous devons saisir. On l'a senti parce que Mark Carney est d'abord allé en France, d'abord allé au Royaume-Uni. François Legault, la semaine prochaine, s'en va, ou cette semaine, au Bourget pour le fameux salon de l'aéronautique. L'opportunité Canada-Europe, il est sur le plan économique, certainement, mais est-ce qu'il est d'abord sur la défense, sur le secteur militaire? J'ai vu que le Premier ministre Mark Carney avait pris des décisions qui étaient de rehausser rapidement l'effort de défense. Oui, puisque c'est dès 2025 qu'il veut passer à 2%. Alors moi j'appartiens à un pays, la France, qui est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, qui est un des pays qui détient l'arme nucléaire. Nous avons un effort de défense de quelque 2,01 points de PIB et nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons aller jusqu'à 3, 3,5. Les 5, c'est probablement pour un peu plus tard, avec une difficulté pour nous qui est qu'il faut financer cet effort. Le Canada a une chance, c'est qu'il peut le faire. Vous avez un déficit de quelques 2% par an, nous avons 5,8%. Vous avez un taux de dette sur PIB, de dette sur PIB qui est de 46%, nous c'est 113%. Donc notre marge de manœuvre est beaucoup plus faible. Je pense que cette décision de Mark Carney est importante, parce qu'elle dit aussi que c'est un peu le pendant du plan européen Rearm Europe, c'est aussi une ébauche de perspective de coopération entre nous. Moi, je salue ça. Je crois que c'est très positif. Les Canadiens sont pour nous des alliés. Vous savez, beaucoup de Canadiens sont venus mourir en France pour nous sauver. Et ça, on y tient fondamentalement. C'est un souvenir, mais ce n'est pas qu'un souvenir, c'est aussi, me semble-t-il, une perspective d'aujourd'hui. S'agissant de l'Ukraine, je sais que le Canada est un grand soutien, d'autant que vous avez une communauté ukrainienne extrêmement importante dans ce pays, plus d'1 million de personnes. Et donc, oui, ce bouleversement-là, je crois qu'il nous oblige à bouger, à réagir, à agir vite, et j'ajoute à agir ensemble. Ça, c'est le message que je suis venu porter à la conférence de Montréal. Vous avez qualifié en 2024 année noire pour les finances publiques. Est-ce que ce sera pire en 2025-2026 avec ce réarmement qui est engagé, qui nécessite des dizaines de milliards de dollars et d'euros d'investissement dans la défense? Alors, je parlais d'année noire pour mon pays, la France, qui malheureusement a vu sa situation de finances publiques se détériorer très fortement. Nous avons, nous, 5,8% de déficit par rapport au PIB, c'est 2 fois plus que les critères européens. Nous avons 113 points de dette publique sur PIB, et nous sommes aujourd'hui les 3e, les plus endettés en Europe, derrière la Grèce et l'Italie. C'est difficile. Donc, comment on redresse la situation s'il faut trouver des économies? En même temps, il faut stimuler l'économie parce qu'on parle d'une potentielle récession mondiale et en même temps, il faut injecter beaucoup d'argent en défense. Alors, il y a 2 choses à faire, me semble-t-il. D'abord, il faut se désendetter. Il faut se désendetter intelligemment, c'est-à-dire en faisant des économies sur des politiques publiques qui sont moins performantes que d'autres. Et ça, c'est le rôle notamment de la Cour des comptes que je préside, que de faire des propositions et des analyses en ce sens. Et puis ensuite, il y a la dimension européenne. Et le plan Rearm Europe, c'est un plan de quelques 800 milliards d'euros
qui comprend notamment la perspective d'un grand emprunt européen de 150 milliards d'euros. Je pense que la défense demain, ce n'est pas la défense de la France, c'est la défense de l'Europe. Comment on se désendette dans un contexte où on emprunte 150 milliards d'euros? On ne se désendette pas. La France, elle doit se désendetter. Elle doit se désendetter pour être plus crédible. Elle doit être plus crédible pour que ses partenaires soient plus confiants pour s'endetter ensemble. Parce que autant la France a 113 points de dette sur PIB, autant l'Union européenne, elle, est peu endettée. Il y a encore une très forte capacité d'emprunt. Pendant la pandémie de Covid, on a lancé un plan qu'on appelle Next Generation EU, qui était un plan de quelques 750 milliards d'euros, le premier emprunt mutualisé de l'Union européenne. Pour moi, l'Europe, c'est vraiment notre avenir commun. Et on parlait tout à l'heure de grands bouleversements, de grandes modifications. C'est aussi pour l'Europe le moment du grand sursaut. Donald Trump ne mérite pas le prix Nobel de la paix. En revanche, il mérite peut-être le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne, c'est le prix qui est accordé à Aix-la-Chapelle à ceux qui aident à construire l'Europe. Et je pense qu'il y a en Europe... Il va vous stimuler, c'est ça que vous dites. Mais absolument. Il nous oblige à faire des pas en avant, à répondre à la crise qui est provoquée, qui est une crise géopolitique et une crise politique. Et économique. Mais il faut accepter cette transformation qui, aujourd'hui, ralentit l'économie, nous oblige à nous endetter davantage de façon collective, mais y compris le Canada, puis beaucoup de pays d'Europe. Et là, l'OTAN s'en va vers les 5 % du produit intérieur brut dans les prochaines années. Alors, les prochaines années, soyons, je pense, prudents. Parce que vous savez, passer de 1,3, je crois que c'est ça le taux canadien aujourd'hui, à 2 points en une année, c'est faisable, compte tenu de ce qu'est votre défense. C'est un gros effort. Mais derrière ça, il faut qu'il y ait un appareil productif, il faut qu'il y ait une capacité de défense, il faut qu'il y ait une industrie de défense, il faut qu'il y ait des coopérations de défense. On ne peut pas faire ça d'un claquement de doigts, dire tout à coup, on va tripler notre budget de défense. Non, ça va aller progressivement. Je pense que les étapes, c'est d'abord 2 %, puis c'est ensuite un autre chiffre qui est 3 %, peut-être 3,5 %. Les 5 %, c'est une perspective que nous ne sommes pas forcés de suivre parce que, vous savez, il y a une expression que je n'aime pas, c'est l'économie de guerre. Je crois que nous devons faire en sorte de renforcer notre effort de défense pour être crédible, pour être capable justement de faire face aux nouvelles menaces. Et il y a des menaces. Pour nous, les Européens, c'est très direct. C'est la Russie et c'est ce qui se passe en Ukraine. Pour faire face aussi à un éventuel, non pas retrait, mais un petit recul des États-Unis dans la protection de leurs alliés. Le sommet de l'OTAN sera à cet égard très important. 5 %, ça suppose qu'on passe dans une économie qui est tournée vers la guerre. Notre économie doit être tournée vers la paix. Elle doit être tournée vers l'innovation, vers la recherche. Il faut se défendre, mais il faut se défendre pour la paix. Et pour préparer la paix, il faut aussi être capable d'être plus fort sur le plan de la technologie dans un monde très concurrentiel, très compétitif. En terminant, je sais que vous n'allez pas annoncer ça au Canada si vous le faites. Mais est-ce que vous pensez légèrement à la présidentielle, ne serait-ce qu'un peu? Embrasant, comme disait Nicolas Sarkozy. Écoutez, je suis un homme politique qui n'en fait plus depuis 5 ans. Je suis premier président de la Cour des comptes. Mais en 2026, j'aurai fini d'être président de la Cour des comptes. Je participerai à ce débat parce que c'est très important pour la France. La France attend sans doute une élection présidentielle pour dessiner une nouvelle perspective. Je souhaite que le mandat du président Macron se termine à temps et se termine bien. Mais on voit bien que le nouvel horizon, c'est la suite. Oui, très bien. Merci, M. Moscovici. Merci de votre fidélité. Vous venez souvent sur notre plateau. C'est très apprécié. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.